Madame, Monsieur, bonjour. La police républicaine née de la fusion entre la police nationale et la gendarmerie nationale avec à la clé plus de 1000 voitures et motos mises à la disposition des commissariats anciens comme nouveaux, environ 3100 nouveaux agents recrutés, formés et déployés sur le terrain et plus de 100 infrastructures socio-communautaires construites dans les zones frontalières. Ces réalisations, loin d'être exhaustives, renseignent sommairement sur les avancées enregistrées dans les domaines de la sécurité publique, de la protection civile et de la gestion intégrée des espaces frontaliers. De 2016 à 2023, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique s'est déployé au rythme des ambitions et visions du gouvernement à travers les programmes d'action du gouvernement PAG 1 et 2. On fait l'état des lieux avec le patron de ce département, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou. Bonjour, monsieur le ministre. Oui, bonjour, madame la journaliste. Dans cet exercice avec moi, mon confrère Donclam Abalo, journaliste à Eden TV. Bonjour, Donclam. Bonjour Cécile Goudou-Pangon, chers amis téléspectateurs, bonjour. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous allons vous soumettre à un exercice de questions-réponses. J'espère que vous êtes prêts à répondre à nos questions. Bien sûr. Alors, monsieur le ministre, vous avez pris les rênes du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique en 2021. Mais avant vous, déjà en 2017, il y a eu une réforme majeure au sein de la police, notamment la réforme de la police républicaine au Bénin. Est-ce qu'avec vous, on peut revenir globalement sur le sens de cette réforme? Merci, monsieur le journaliste. Effectivement, la police républicaine est l'aboutissement de cette grande réforme qui a consacré la fusion de l'ex-gendarmerie nationale et de l'ex-police nationale. L'objectif de cette réforme, c'est d'avoir une police communautaire, une police de proximité, une police intégrée, une police qui collabore avec la population et qui est effectivement au service de la population. C'est d'avoir une police qui fait la promotion de la coproduction de la sécurité. Donc une police qui est convaincue qu'elle seule ne peut pas réaliser la sécurité. Une police qui doit être convaincue de ce que la population doit contribuer, que les objectifs ne peuvent pas être atteints sans la complicité de la population. C'est ça la différence avec l'ex-police nationale. Donc il s'agit de changer carrément de paradigme par rapport à la nature de la police et par rapport à son mode d'action. Mais vous savez, monsieur le ministre, que cette réforme est contestée par certains. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que cette réforme elle est mauvaise? J'avoue que ce n'est pas la population qui conteste la réforme. Le plus important pour vous, c'est la population. Le plus important pour nous, c'est la population. Nous servons la population. Certains agents de l'ex-police nationale contestent la réforme. Et c'est parce que ces agents ne veulent pas sortir de leur zone de confort. On ne peut pas se développer si on ne sort pas de sa zone de confort. Les anciennes pratiques, on doit les changer. Si on ne les change pas, on ne peut pas avancer. Et c'est ce changement qui fait mal. C'est ça qui entraîne les protestations que vous avez. J'avoue que ce n'est pas de la population. D'accord. Alors, monsieur le ministre, avez-vous l'impression aujourd'hui que cette alchimie qui a sous-tendu cette réforme de la refonte de l'ex-police nationale, l'ex-gendarmerie nationale, cette alchimie s'est opérée vraiment entre la population et la police républicaine au vu de ces derniers événements quand même qu'on a observés autour de la répression des infractions routières? Oui, il n'y a pas eu de répression par rapport aux infractions routières. Il y a eu de protestations par rapport au port de casque. La police a exigé que les motocyclistes portent des casques et que ceux qui sont remorqués aussi portent des casques. C'est à ce niveau qu'il y a eu de protestations. Et je crois que par rapport à ce qui s'est passé entre la police, la police républicaine, depuis 2017 jusqu'à ce jour, avec la population, ces événements-là peuvent être considérés comme un épiphénomène. Et pourtant, il y a eu des casses, pourtant, il y a eu des gens qui ont été frappés, matraqués. Vous pensez que c'est un épiphénomène, monsieur le ministre? Oui, j'avoue que la responsabilité est partagée. Il y a certainement eu des agents de police qui ont eu des comportements déviants, ça je le reconnais, et vous devez avoir remarqué que ça a cessé automatiquement, parce que nous avons pris les mesures qui s'imposent pour mettre fin à ces comportements-là. Et ceux qui se sont mal comportés ont été sanctionnés. Mais il faut reconnaître aussi que certains de nos compatriotes font preuve d'incivisme.
Lorsqu'un policier vous fait des injonctions, mais vous devez respecter. Lorsque vous devez vous arrêter, ce n'est pas en ce moment-là qu'il faut accélérer et bondir sur le policier. Ça, ce n'est pas normal. C'est des comportements aussi inacceptables. Il faut que nous changions aussi nos comportements. C'est en cela que je dis que la responsabilité est partagée. Oui. Mais nous sommes conscients qu'il y a une part de responsabilité. Et c'est en cela que nous avons agi pour arrêter. Vous devez avoir constaté que les choses se sont améliorées aussitôt. Mais beaucoup pensent aussi qu'il y a un déficit de formation des agents de la police. Certains sont allés même jusqu'à penser que nos agents sont mal formés, c'est pour ça qu'ils se comportent mal et tout ça. Monsieur le ministre, vous avez des retours pareils, oui ou non? Oui, nous avons des retours, mais ça ne se justifie pas. Parce que le niveau de base pour aller à la police aujourd'hui, c'est le bac. Il faut avoir le baccalauréat. Autrefois, c'était le BBC. Il faut avoir le baccalauréat. Et quand vous avez le baccalauréat, vous suivez 1 an de formation, 3 mois de formation militaire de base, formation commune de base, et puis 9 mois de formation professionnelle. Et après la formation, on ne les met pas sur le terrain seuls. On les met à côté de ceux qui ont de l'expérience pendant un certain temps avant de les envoyer tout seuls. Moi, je crois que ça se passe très bien. Ce n'est pas parce qu'il y a eu quelques comportements déviants qu'il faut tout remettre en cause. Nous allons nous intéresser maintenant, avec votre permission, au domaine d'intervention de votre ministère, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. 2021, je l'ai rappelé au début de cette émission, vous avez pris les rênes de ce département ministériel. Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement les grands domaines d'intervention de votre département ministériel? Oui, nous avons 3 domaines d'intervention, 3 principaux domaines d'intervention. D'abord, la sécurité publique. Alors, la sécurité publique est assurée par la Direction générale de la police républicaine. Et ça, il s'agit d'assurer la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Dans tous les villages, dans tous les quartiers, sur nos routes nationales, sur nos corridors, partout, sur toute l'étendue du territoire national. C'est le rôle de la police républicaine. Le second domaine, c'est la protection civile. En cas de catastrophe, en cas de sinistre, en cas de crise, il faut pouvoir assister les populations. C'est assuré par l'Agence béninoise de la protection civile. Je dois dire au passage que cette agence aussi est le résultat d'une fusion, puisque auparavant, il y avait l'Agence nationale de la protection civile et le groupement national des sapeurs-pompiers. On a mis les 2 structures ensemble pour former l'Agence béninoise de la protection civile. Et le troisième domaine, c'est le domaine de la gestion des frontières. Alors, ce domaine est tenu par l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers. Le rôle de cette agence, c'est de promouvoir le développement de ces espaces, c'est de tracer les frontières, de veiller au respect des frontières, c'est de promouvoir aussi la coopération transfrontalière, faire en sorte que les populations qui se trouvent de part et d'autre de la frontière puissent se parler, puissent collaborer pour éviter les affrontements. Donc, en somme, il y a 3 grands domaines d'intervention. Il y a 3 grands domaines d'intervention du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Alors, monsieur le ministre, si vous voulez bien, on va s'intéresser de façon spécifique aux avancées enregistrées dans chacun de ces domaines. Mais avant, je vous propose qu'on suive cet élément témoin. Okay. Ils sont là pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Déployés dans les artères des différentes villes du Bénin, les agents de la police républicaine s'attellent à accomplir avec professionnalisme cette lourde mission. Leur présence, de plus en plus accrue sur le terrain, est favorisée par la politique de renforcement des ressources humaines mise en place depuis 2016 par le gouvernement de la rupture. À l'avènement de la police républicaine, l'institution a pris départ avec un effectif d'environ 9000 fonctionnaires de police et par la suite, 3100 fonctionnaires de police ont été recrutés. Alors, le gouvernement, à partir de 2021, a lancé un programme de renforcement des effectifs de la police républicaine avec un recrutement annuel de 2000 policiers sur 5 ans. Les nouvelles recrues de la police républicaine bénéficient d'une formation militaire rigoureuse au centre de formation militaire de Bembereke et d'une formation professionnelle à l'École nationale des brigadiers et agents de police de Porto Novo. Ce contingent d'élèves agents de police a, dans un premier temps, fait face aux exercices initiaux d'adaptation, d'aguerrissement et de renforcement musculaire
qui ouvrent le cycle de formation commune de base. Au cours de leur formation, les élèves agents de police ont été préparés à faire leur premier pas dans la fonction policière à travers 41 matières regroupées en 4 domaines d'études, à savoir la formation générale, la formation aux techniques et tactiques policières, la formation juridique et l'entraînement physique, militaire et sportif. Le renforcement des effectifs de la police républicaine lui permet d'assurer une meilleure sécurisation du territoire national. Ainsi, les cas de crimes crapuleux, de braquage et autres sont de moins en moins enregistrés dans le pays. Ces recrues nous ont permis de multiplier non seulement les patrouilles, de tenir les différents points au niveau des carrefours en vue de permettre la libre circulation des personnes et des biens et d'infléchir la courbe d'insécurité jadis élevée afin de permettre à nos populations de vivre dans la quiétude. De manière évidente, ces recrutements répétés ont permis d'accroître de façon significative les effectifs des unités territoriales. Et cela permet déjà d'avoir une surveillance continue du territoire. Dans un autre sens, nous observons que ces effectifs que nous avons de plus en plus dans les unités nous permettent de relever les défis sécuritaires de plus en plus croissants à travers la création de nouvelles unités. Et par ricochet, nous avons un maillage du territoire qui est beaucoup plus significatif. Le renforcement des effectifs de la police réduit l'insécurité dans notre pays et permet à des milliers de jeunes de sortir du chômage. Alors, Monsieur le ministre, vous aviez évoqué tout à l'heure le niveau d'instruction et la formation donnée à ces policiers. Et qu'est-ce que vous dites maintenant après ce reportage qui montre ce recrutement accru, si je peux le dire ainsi, au profit de la police républicaine? Pourquoi autant de recrutements? Plus de 3100 agents recrutés de 2016 à 2023. Oui, je veux rectifier pour vous dire qu'il ne s'agit même pas de 3100, il s'agit de 4400 agents qui sont recrutés. Pourquoi autant de monde? Oui, 4400 recrutés, il y a 700 qui sont en formation actuellement et nous avons évolué par rapport aux procédures de recrutement de 2000. Et d'ici fin 2025, nous allons encore recruter 2000. Donc, si tout se passe normalement, en 2026, début 2026, on aura recruté 4400, d'accord? Plus 700, plus 2000. On sera autour de 7000 qu'on aura recruté. Pourquoi? Parce que nous avons dit que la police républicaine est une police de proximité. C'est une police communautaire. C'est une police qui doit vivre avec la population. Ça veut dire qu'il faut occuper le terrain. C'est pour ça qu'on voit les policiers partout, à chaque carrefour, les policiers sont partout, à chaque intersection. À tous les carrefours, ils doivent être dans tous les arrondissements. Nous voulons qu'ils soient dans tous les villages. Parce que la police républicaine est une police dissuasive. La présence du policier, ça appelle la sagesse. Il vaut mieux qu'il soit présent pour éviter que des gens commettent des bêtises, que de les laisser commettre et de les punir après. Donc c'est une police vraiment de proximité, c'est une police dissuasive. Donc nous avons dans le pays 77 communes, 546 arrondissements. Nous voulons que la police soit présente dans tous les arrondissements, dans les 546 arrondissements. Aujourd'hui, nous avons servi environ 300. Il reste encore des arrondissements à servir et nous continuons de former. Nous continuons aussi de créer des commissariats pour que la police soit présente partout, sur toute l'étendue du territoire national. Et au niveau de nos frontières, partout. Mais vous avez parlé également d'un secteur important qui est le secteur des équipements. On va découvrir dans un élément témoin que la régie va nous diffuser tous les efforts qui ont été consentis par le gouvernement béninois en termes d'équipement, des équipements. Et je vous prie donc de regarder l'élément.
La police républicaine, née de la fusion de l'ex-police nationale et de l'ex-gendarmerie nationale, se montre de plus en plus efficace au fil des années. Sa montée en puissance est favorisée par la volonté du gouvernement du président Patrice Talon d'en faire une force de sécurité intérieure efficace à travers plusieurs initiatives, dont entre autres l'acquisition de nouveaux équipements. Depuis 8 ans, le gouvernement béninois, grâce à son programme d'action, a doté les forces de défense et de sécurité d'importants moyens roulants et d'équipements individuels. Au total, pour les moyens roulants à 4 roues, nous avons eu 390 véhicules. Et en ce qui concerne les moyens roulants à 2 roues, le gouvernement fait un grand effort en mettant à notre disposition des motos qui nous permettent quand même de réaliser nos missions dans des contrées les plus reculées. Si nous prenons les effets d'habillement, le gouvernement à ce niveau également a fait beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une étape où il n'y a pas de personnel de la police républicaine qui peut se plaindre de « je n'ai pas de tenue ». Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, vous allez constater sur le terrain que les éléments ne seront plus sur des tenues défraîchies comme on avait l'habitude de voir. Nous avons également eu des matériels spécifiques d'intervention parce que les interventions nécessitent maintenant beaucoup de matériel beaucoup plus spécifique. On a eu des gilets pare-balles, des casques pare-balles, des jumelles, des porte-menottes, des boucliers, des casques, des jambières. Vous allez constater même avec la gestion des différentes situations sur le terrain, c'est de matériel nouveau que vous allez constater au niveau de nos personnels. Avec ce matériel de pointe, les agents peuvent mieux surveiller les corridors, les frontières, assurer un maillage optimal du territoire et mener des interventions rapides et efficaces au profit des populations. Avec les divers équipements acquis et mis à la disposition des unités territoriales, la mobilité, la communication, et ça nous apporte vraiment beaucoup en termes de résultats sur le terrain. Les citoyens ont besoin d'être assistés en temps réel. Et sans les moyens de mobilité, on ne saurait le faire. Nous avons besoin de communiquer entre nous et avec la population. Des dispositions sont prises pour fournir dans les années à venir à la police républicaine plusieurs autres centaines d'engins à 2 et à 4 roues. Au-delà de ces équipements, des commissariats sont construits et d'autres postes de police prévus pour être ouverts dans plusieurs communes du Bénin. Il y a eu des infrastructures qui ont été réalisées. Nous avons des infrastructures qui sont en cours de réalisation et nous avons également des infrastructures dont nous avons des contrats déjà. Et les travaux vont bientôt démarrer. Déjà, l'État a déjà débloqué les ressources pour ces constructions-là. Nous avons déployé assez de ressources déjà qu'on a reversées au niveau du ministère de cadre de vie. Par exemple, la construction des commissariats frontaliers, c'est surtout à ce niveau où il y a des situations, les situations d'insécurité. Et puis de gros efforts ont été quand même mis à ce niveau-là pour sécuriser nos frontières actuellement. Tout comme la police républicaine, le groupement des sapeurs-pompiers a acquis de 2016 à ce jour plusieurs équipements, dont des pick-up, ambulances et barques motorisées. Et toujours dans l'optique de renforcer les moyens logistiques des soldats du feu, d'autres commandes sont en cours de concrétisation. Vous l'avez compris, chers amis téléspectateurs, nous parlons maintenant du matériel de la police républicaine. Ce reportage en Africa, nous avons également constaté lors du défilé du 1er août qu'il y avait beaucoup de matériel acquis. Monsieur le ministre, on va faire le point du matériel de la police républicaine aujourd'hui de façon globale. Oui. Est-ce que notre police est très équipée aujourd'hui? Oui, des efforts se font chaque jour pour que notre police soit de plus en plus équipée. Je crois que de 2016 à ce jour, par rapport d'abord au commissariat, nous en avons créé 91. 91 commissariats. 91 commissariats. Et nous avons l'ambition d'en créer 150 avant fin 2025. En plus des 91 ou bien? En plus des 91. Parce que je vous ai dit tantôt que notre ambition, c'est de doter tous les chefs-lieux d'arrondissement de commissariats. Et nous étions... Et à ce jour, nous sommes autour de 300 sur 546. Ça veut dire qu'il y a encore 246 qu'il faut pouvoir créer. Alors, il y a la création de commissariats. Maintenant, il y a l'acquisition des moyens roulants. Les moyens roulants à 4 roues, nous en avons acquis 390. Et à 2 roues, 794. Les moyens roulants à 2 roues. Par rapport au matériel, à l'équipement, vous savez, lorsqu'on recrute les agents de police, il faut les former, il faut les équiper et les déployer sur le terrain. Donc, tous les agents qui sont recrutés, je vous ai dit que nous avons déjà recruté 4400
et que 700 sont en formation, vont bientôt sortir, et que nous envisageons d'ici 2025 recruter encore 2000. Tous ces agents-là doivent être bien habillés. Ils l'ont dit, vous avez vu les images, nos policiers maintenant n'ont plus des tenues défraîchies comme par le passé. C'est des tenues neuves, parce que c'est aussi l'image du pays. Vous mettez à contribution la zone économique de Glodjigbe? Bien sûr, bien sûr. La zone économique de Glodjigbe a commencé par habiller nos agents. Et ça nous fait beaucoup plaisir, c'est une grande avancée pour notre pays, au plan économique. En dehors de cela, lorsque nous allons par exemple du côté de la protection civile, et là, il s'agit, en 2016, nous avons trouvé 15 centres de secours, c'est-à-dire les services des sapeurs-pompiers. 15 centres de secours. Sur l'ensemble du territoire national? Sur l'ensemble du territoire national. Nous en avons déjà créé 10 et 5 sont en création aujourd'hui. 5 centres de secours sont en création. Nous avons trouvé 3 bacs motorisés. Vous savez que les problèmes que nous gérons dans certaines de nos communes, c'est des problèmes liés à l'inondation. Donc, pendant cette période-là, il faut des bacs motorisés pour assurer la mobilité des populations. En 2016, nous avons trouvé 3 bacs motorisés. Nous en avons acheté 30. Nous avons aujourd'hui 30. Et nous avons enclenché la procédure pour l'acquisition de 40. Donc, d'ici 2025, nous aurons encore 40 bacs motorisés pour servir toutes les communes qui sont inondables. Parce que les bacs motorisés, il faut les placer dans les communes en attendant la période des pluies. Parce que les communes inondables, on les connaît. On les connaît, c'est récurrent, ça vient chaque année. Donc, on peut prendre les dispositions en amont. Et c'est ce que nous faisons. Et lorsque nous prenons les camions d'incendie, nous avons acheté 2 camions d'incendie. C'est des camions qui coûtent extrêmement cher selon les options. Nous avons acheté 10 pick-up et 20 ambulances. Nous avons lancé la commande pour le même nombre d'engins. La commande est en cours actuellement. Pour encore 2 camions incendie, 10 pick-up et 20 ambulances. Tout ça pour renforcer les capacités de nos services. C'est notre agence béninoise de protection civile. Mais qui assure la maintenance de tout ça, monsieur le ministre? Nous avons des garages qui ont les compétences pour entretenir. Nous n'avons pas de problème d'entretien de ces engins. Nous avons des garagistes qui ont toutes les compétences qu'il faut pour l'entretien de ces engins. Et lorsque nous allons du domaine de la BGF, puisque nous avons 3 domaines, au niveau de la BGF de 2016 à ce jour a réalisé 15 commissariats de frontières. 15 commissariats au niveau des frontières. Elle est en train de réaliser maintenant 10 et elle a réalisé 125 infrastructures socio-communautaires pour aider les populations des zones frontalières, c'est-à-dire les écoles, les centres de santé, les forages, l'ouverture des pistes de desserte rurale. Et la BGF soutient aussi les populations de ces zones-là pour apporter des soutiens financiers pour mener des activités génératrices de revenus. Donc, les associations de femmes, les associations de jeunes sont soutenues financièrement pour pouvoir mener des activités génératrices de revenus. Tout cela pour lutter contre la pauvreté. Parce que ces zones sont très sensibles et il faut les tenir de manière particulière. Alors, monsieur le ministre, parlant toujours d'équipement, quels sont les efforts qui ont été faits au niveau individuel pour la protection des policiers et surtout en termes de moyens d'investigation modernes? On est quand même à l'ère du numérique. Sur ce chantier-là, est-ce que vous avez pu opérer des progrès? Oui, vous savez, nos policiers sont très équipés individuellement, vous les voyez. Par rapport aux moyens d'investigation, entre-temps, vous avez senti que les cybercriminels ont failli ternir l'image de notre pays. Vous avez vu la manière musclée dont le gouvernement a réagi. Il faut dire qu'ils ont d'ailleurs terni l'image, ils n'ont pas failli le faire. Enfin, disons qu'ils ont failli ternir. Bon, vous avez vu la manière musclée avec laquelle le gouvernement a réagi. Et je crois que les choses sont plus ou moins entrées dans l'ordre. Nous avons aujourd'hui des moyens d'investigation qui nous permettent de les localiser et de leur mettre la main dessus. Ça, ils le savent. Et je crois qu'ils en tiennent compte désormais. Nous avons des moyens. Il est évident que je ne peux pas mettre ces moyens-là sur la table ici. Oui, c'est clair. C'est clair, monsieur le ministre. Vous voulez dire que du point de vue numérique, vous avez acquis des équipements. Et vous le sentez aussi en général, du point de vue numérique, il y a des avancées dans tout le pays. Ce n'est pas seulement dans le secteur de la sécurité.
Alors, sur ce segment, justement, pour permettre à la police républicaine d'être plus performante au niveau des enquêtes et de faire face aux nouveaux défis, qu'est-ce que vous faites, Monsieur le ministre? Qu'est-ce que la police républicaine fait? Je vous ai parlé des moyens d'investigation que nous développons. Et tout à l'heure, en vous parlant des recrutements, je vous ai dit que nous avons besoin de nouvelles compétences. Et c'est la nouvelle génération qui a ces compétences-là. C'est surtout par rapport au numérique. Nous avons besoin de ces compétences-là aujourd'hui, à la police et dans l'armée aussi. Parce que les appareils que nous sommes en train d'acquérir ont besoin de gens compétents. Or, on n'a pas ces compétences-là dans l'ancienne génération. Il faut recruter beaucoup de jeunes. Lorsqu'on dit que le niveau pour aller à la police est le baccalauréat, ça ne veut pas dire que tout le monde a le baccalauréat. Il y a des gens qui viennent à la police avec la maîtrise. Il y en a qui viennent à la police avec la licence. Mais quand ils ont des compétences dont on a besoin, on les retient et on développe ces compétences-là. Et ils sont utilisés dans ce secteur-là particulièrement, qui a besoin de beaucoup de compétences. Vous dites que vous travaillez pour les populations. Oui. Monsieur le ministre, mais les mêmes populations se plaignent quelquefois en disant que désormais la police arrête sans convocation. La police, lorsqu'elle arrête, le premier réflexe qu'elle a, c'est de prendre le téléphone des gens pour les fouiller et tout ça. Il faut rassurer les populations. Mais écoutez, on ne vous a jamais pris? Non, je ne parle pas de moi personnellement, mais je vous dis ce que les gens pensent, ce que les populations pensent. Elles ont le sentiment que désormais... Vous êtes tranquille? Oui, d'accord, mais la procédure, aujourd'hui, on ne convoque plus les gens, on va les chercher non, je vous en prie, on ne fait pas comme ça. Qu'est-ce qu'on fait alors, monsieur le ministre? Ce qu'on fait, c'est ce qu'on doit faire qu'on fait, pour que le pays reste en paix, pour que les gens soient en sécurité. C'est tout. Les bons citoyens n'ont aucune inquiétude. Ceux qui ont des inquiétudes, c'est ceux qui ont des comportements qui laissent à désirer. D'accord. Alors Cécile, oui. Monsieur le ministre, tous ces équipements évoqués, ces moyens modernes d'investigation qui ont permis d'améliorer un peu la situation sécuritaire dans le pays, ce n'est pas moi qui l'affirme, c'est l'avis de ces populations-là que nous avons rencontrées. Je vous suggère de les écouter dans cette Vox Populi qu'on a réalisée à travers le pays. Nous remercions vraiment la police pour tout ce qu'elle fait pour nous. Il est vrai, la première des choses, c'est la sécurité. Partout où on est, il n'y a pas la sécurité, on ne peut rien faire. Donc, nous sentons depuis que nous sommes dans ce quartier que nous comptons beaucoup pour la police. Et de temps en temps, des patrouilles se promènent pour notre sécurité. Même le commissaire même se déplace vers nous pour nous poser des questions, ce qui est très très intéressant. Les vols de moto, ça diminue très bien. Donc nous sommes en sécurité avec les policiers. Vraiment, ils sont au top. Et ils font des patrouilles chaque nuit. C'est à cause de cela que dans notre quartier maintenant, on est un peu en l'aise, on dort tranquillement, on sort la nuit. Bon, il n'y a pas de problème. Avant, même si tu vas là-bas pour un problème, c'est difficilement, ils vont te répondre. Mais actuellement, aujourd'hui, maintenant, il n'y a pas de problème. Si tu vas là-bas pour un problème, ils sont au point en même temps à te suivre. Les policiers font un bon travail. Ce travail sauve les citoyens que nous sommes. Parlons du port de casse. Avant, les conducteurs de taxi moto emportaient mais pas les clients. Que Dieu nous en préserve. Mais quand un accident de la route va se produire, le client va tomber et mourir. C'est eu égard à cela que nous estimons que la mesure du port de casque obligatoire, aussi bien pour le conducteur que pour le passager, prise par le président Talon, est une très bonne chose pour la population. Les policiers travaillent bien. Je ne peux pas vous berner. Il n'y a plus de vol de moto dans les coins et recoins comme auparavant. Son Excellence, Monsieur le Président Patrice Talon fait son travail. Nous l'en félicitons et le remercions. Le travail que font les policiers est une bonne chose. Le problème, c'est que nous, les citoyens, avons de mauvaises habitudes. Au début, c'était difficile pour nous. Mais à présent, nous y sommes habitués et l'avons accepté.
Alors, Monsieur le ministre, c'était là l'avis des populations sur la situation sécuritaire au Bénin. Mais je voudrais que vous nous dites, au-delà de nos frontières, comment est-ce que le Bénin se positionne par rapport aux autres pays de la sous-région en termes de sécurité? Avant de comparer notre pays aux autres pays, je veux d'abord que nous constations le changement qui est intervenu dans notre pays. Avant l'avènement de la police républicaine, il y a 10 ans dans ce pays, après 20 heures, vous ne pouvez pas quitter Kokoro et aller à Tchaourou sans être escorté. À cause des malfrats, notre pays était devenu la zone de confort de tous les délinquants, de tous les malfrats de la sous-région. Mais aujourd'hui, de jour comme de nuit, vous pouvez quitter Cotonou et aller à Malanville sans être inquiété. À l'intérieur du pays, aucun Béninois ne peut le contester. Malgré les problèmes d'éclairage public que nous avons ça et là, parce qu'il y a beaucoup d'obscurité sur cette voie, monsieur le ministre. Il y a beaucoup d'obscurité, mais il n'y a pas de malfrats. Il n'y a pas de braqueurs. C'est dit qu'un travail a été fait. De jour comme de nuit, le Bénin est le seul pays de la sous-région où vous pouvez quitter du nord au sud, de l'est à l'ouest, à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit, sans être inquiété par les malfrats, par les braqueurs, et sans être aussi victime de rançonnement ou de tracasseries policières. Mais pourquoi vous dites que c'est le seul pays de la sous-région, monsieur le ministre? Oui, mais nous avons l'expérience des autres pays. Je vais vous donner un exemple. Allez-y. Ouais. En 2019, nous avons connu l'effondrement du pont de Malanville. Donc, tous les camions qui arrivent à Bodje-Kali, à 5 km de Malanville, doivent contourner, passer par le Nigeria, pour revenir sur la voie, sur la route nationale inter-État numéro 2, Cotonou-Niamey. Le contournement se fait en une journée. Il y a des camions qui sont restés 3 mois jusqu'à la reconstruction du pont. Juste pour ne pas faire ce contournement? Pour ne pas faire ce contournement-là. Parce que c'est risqué ou... Parce qu'il y a des problèmes de sécurité, il y a des rançonnements de toutes sortes. Je ne veux pas citer le pays. Mais ça, si vous quittez le Bénin, vous allez dans les autres pays, vous devez reconnaître qu'il y a une amélioration nette. Ça, tout le monde doit le reconnaître. C'est factuel. C'est des faits vécus. Maintenant, par rapport à la sous-région, je compare ainsi aux autres pays de la sous-région. En 2019, nous avons reçu le premier prix de l'UMOA par rapport à la sécurisation des corridors. Les corridors, c'est les grands axes routiers qui relient notre pays aux autres pays. Le premier corridor, c'est l'Ila-Kodji à Kraké. Le deuxième, Cotonou-Malanville. Le troisième, Dassa-Porga. Ainsi de suite. Tous les corridors ont été numérotés. Par rapport à la sécurisation et à la fluidité des corridors, le Bénin a reçu le premier prix. C'est vous dire que dans la sous-région, quand même, le niveau de sécurité du Bénin est apprécié. Et nous sommes au top niveau. Et la question de... Mais, oui, allez-y. Mais... ce qui est là, c'est perfectible. Nous continuons de travailler. Nous ne voulons pas dormir sur nos lauriers. J'allais revenir sur la question de la libre circulation des personnes et des biens, la question des postes de police, de contrôle intempestif, tout ça. Vous le sentiez comme par le passé? Est-ce que vous le sentez maintenant? C'est à vous de nous dire. Mais moi, je vous dis. Mais oui, donc convainquez-nous que ça n'existe plus. Donc, mais vous êtes dans le pays. Oui, d'accord, mais c'est nous qui vous posons les questions. C'est à vous de me dire si ça se passe bien ou pas. C'est à vous de nous dire que ça se passe très bien. Non, ça se passe très bien. Mais voilà. Parce que c'est interdit. Nous avons retiré nos agents. Et les transporteurs savent ce qui se passe. Et ils savent ce qu'ils gagnent par rapport à ce changement-là. Parce qu'avant, lorsqu'un transporteur de bétail charge à Malanville, à chaque poste 10 000. Avant d'arriver à Cotonou, il dépense au moins 120 000 à distribuer aux policiers, aux différents postes. Aujourd'hui, il arrive à Cotonou avec ces 120 000. Il ne paye pas un sou parce qu'il ne rencontre aucun policier sur la route. Il n'est pas contrôlé donc? Il n'est pas contrôlé parce que nous avons d'autres moyens de contrôle. Les pièces, aujourd'hui, on a un moyen pour vous faire avoir toutes les pièces. Vous savez bien. Pour nous suivre, vous voulez dire? Oui, bien sûr. Pour avoir l'assurance, il faut avoir la visite technique et puis les autres pièces. Or, on ne peut pas rouler sans assurance. Donc ça vous oblige à avoir toutes les pièces. Donc le contrôle sur la route, le rançonnement, les tracasseries policières, on a pu mettre fin à ça. Mais il arrive aux populations de voir quelques policiers la nuit dans un coin, dans l'obscurité avec leur moto, s'arrêter et puis prendre de l'argent chez les gens. Ça continue, monsieur le ministre. Ça, c'est des cas exceptionnels. L'exception confirme. Oui. Ça, si vous constatez ça, vous dénoncez.
si vous dénoncez, nous allons prendre nos responsabilités. Pourquoi il va à l'obscurité dans un coin? C'est parce que ce n'est pas autorisé par la hiérarchie. Sinon, pourquoi avant il prenait ça devant tout le monde? Et de manière très arrogante. Mais aujourd'hui, non. Mais quelques brebis galeuses, il peut en avoir. Mais si le citoyen constate ça, il dénonce. Et nous allons prendre nos responsabilités. D'accord. On ne peut pas parler de la sous-région sans parler de la question du terrorisme, Monsieur le ministre. Cette question est très récurrente aujourd'hui. Les terroristes agissent ça et là. Est-ce que la police républicaine intervient dans la lutte contre le terrorisme? Bien sûr, nous intervenons ensemble avec le ministère de la Défense. Et par rapport à la protection des frontières, le ministère de la Défense est en première ligne. Mais nous travaillons ensemble. Et par rapport au terrorisme, nous sommes en train de gérer cette situation depuis 3 ans. Mais à ce jour, il n'existe pas un seul hameau, un seul village au Bénin occupé par les terroristes. Pourtant, nous sommes entourés par 3 pays qui sont menacés par le terrorisme. Mais à ce jour, aucun hameau, aucun village béninois n'est occupé par les terroristes. Nous enregistrons des incursions. Et chaque fois qu'ils font les incursions, nos forces de défense et de sécurité réagissent. Et ils sont obligés de se replier. C'est cela que nous gérons. Mais nous travaillons parce qu'on ne sait pas ce que ça va devenir. Parce que ça dépend de l'évolution dans les autres pays aussi. L'idéal serait qu'il y ait une bonne collaboration entre tous les pays. Est-ce que ça existe, cette collaboration? Bon, ça avait commencé, ça fonctionnait plus ou moins. Bon, avec l'avènement de l'AES, les choses se sont compliquées un peu. Nous avons l'espoir qu'avec le temps, ça va s'améliorer. Une coopération nous permettrait de les prendre d'agir de manière croisée, mais si lorsqu'ils font des incursions, nous les refoulons, ils vont, après ils reviennent, c'est un jeu de ping-pong. C'est un ballon de ping-pong, ça pose problème. Bon, nous pensons, mais de toutes les façons, ce qui nous préoccupe, nous, c'est de constituer un véritable rempart au niveau de nos frontières et de protéger notre pays. En attendant que la situation dans la sous-région s'améliore pour des actions conjointes. Mais pour l'instant, nous devons constituer un rempart autour de nos frontières. Et c'est ça, c'est à cause de ça que l'État est en train de construire les BOA, les bases opérationnelles avancées, et les PAF, les postes avancés fortifiés, les BOA et les PAF, qui sont de grandes infrastructures qui vont abriter nos forces de défense et de sécurité qui vont assurer la sécurité de nos frontières. Monsieur le ministre, pourquoi vous vous concentrez aux frontières? On a eu dire quand même, nous vous rabâchons les oreilles avec la même ritournelle, mais on a eu à entendre qu'au sein même des populations, il existe des cellules dormantes. Qu'est-ce que vous faites pour... Bon, cellules dormantes, c'est peut-être trop dire, mais il faut dire que nous mettons un accent particulier sur les zones frontalières, mais nous ne négligeons pas aussi l'intérieur du pays. Il y a des actions qui sont menées pour sensibiliser les gens. Nous avons une structure, le CNL-CREFT, qui se charge de la prévention, donc qui agit, qui sensibilise et qui éduque les populations pour éviter que ces populations qui luttent contre la radicalisation, l'extrémisme violent et le terrorisme. Vous savez, ça commence par la communication. Et aujourd'hui, nous suivons tout ce qui se passe au niveau des lieux de culte. Les prêches, vous ne pouvez pas prêcher contre nos lois. Vous ne pouvez pas dire ce qui est contraire à nos lois. Vous ne pouvez pas inciter la population à la violence. Donc les lieux de culte sont suivis, juste pour savoir les propos qui sont tenus dans les lieux de culte. Et ça entre dans le cadre de la lutte contre la radicalisation, l'extrémisme violent et le terrorisme. Ça commence par le discours. Donc ce genre de discours, nous refusons. Lorsque vous insistez, on vous interpelle. D'accord. Alors, Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, lorsqu'on vous écoute, on a le sentiment que tout est rose, tout est bien dans le meilleur des mondes, mais vous savez très bien que ce n'est pas possible qu'il en soit ainsi. D'accord? À partir de ce moment-là, quels sont les défis qui restent à relever par votre ministère? Oui, les choses s'améliorent tous les jours, mais tout n'est pas rose. C'est clair. Tout n'est pas rose. Il y a beaucoup de choses à faire, ça nous en sommes conscients, et nous travaillons à cela d'ailleurs. Nous travaillons à cela. Le défi aujourd'hui, c'est de renforcer les acquis. C'est de renforcer les acquis et c'est de poursuivre
les actions que nous menons, c'est-à-dire les infrastructures par exemple, parce que le terrorisme aussi est favorisé par l'enclavement. Et si vous faites attention, le gouvernement, au cours de ce second quinquennat, a mis un accent particulier sur les infrastructures. Et l'objectif du gouvernement, c'est de faire en sorte que tous les chefs-lieux de communes soient reliés par des voies bitumées. C'est ça parfois qui donne le sentiment d'abandon aux populations. Donc ce défi-là, nous devons le relever. C'est-à-dire lutter contre, éviter que des zones restent enclavées, faciliter l'accès à toutes les zones dans le pays, que toutes les communes soient accessibles. L'autre défi, c'est l'équipement et la formation. Vous voulez continuer à équiper? Il faut continuer par équiper, il faut continuer par former. Il faut continuer par équiper et continuer par former parce qu'on ne sait pas quelle ampleur ça va prendre. Ça ne dépend pas que de nous. Ça dépend aussi de la maîtrise par les autres pays. Et tant que nous aurons à nos frontières des terroristes, nous allons toujours gérer les incursions. Ça veut dire que pour être en sécurité, nous devons pouvoir, au-delà de notre frontière, avoir une bande, une zone tampon. Or, pour le faire, il faut nécessairement collaborer avec l'autre pays. Mais si les terroristes sont à notre frontière, nous allons gérer des incursions. Donc nous sommes obligés de consolider le rempart que nous allons créer pour que ces incursions ne soient pas faciles et que la riposte soit toujours foudroyante pour les dissuader, pour qu'ils ne viennent pas vers nous. Mais l'idéal serait qu'on collabore avec les autres pays et qu'on puisse réaliser une bande au moins de quelques kilomètres pour sécuriser nos frontières. Ça, c'est un défi. Nous pensons que la situation sous-régionale va s'améliorer et que nous allons mieux échanger avec nos frères des autres pays pour que nous puissions vraiment aller dans ce sens-là, de la collaboration pour réussir cette lutte contre les terroristes. Il y a tellement de sujets qu'on aurait voulu aborder avec vous, Monsieur le ministre, notamment les titres de transport, également la coopération avec d'autres pays sur le plan de la police. Mais bon, on aura certainement d'autres occasions pour en parler. Je vous laisse le soin de dire le mot de la fin. Merci beaucoup. Je veux rassurer les populations béninoises que l'État fait de gros efforts. Nous travaillons de jour et de nuit pour que nos populations puissent vaquer librement à leurs occupations, pour que cette insécurité qui règne dans la sous-région ne pénètre pas dans notre pays. Et nous voulons que la population aussi soit prête à jouer sa partition. Nous vous avons dit que nous sommes dans une logique de coproduction de la sécurité. La sécurité, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire de la police seule. C'est l'affaire de tous. Tout le monde doit savoir que vivre en paix a un prix. Et chacun doit faire l'effort. C'est le message que j'ai pour la population. Et je demande à nos populations de soutenir la police, de collaborer avec la police, de ne pas faire preuve de rétention d'informations. La police en a besoin. Nous en avons besoin pour être efficaces, pour protéger notre pays, pour protéger nos concitoyens. Merci, monsieur. Merci, Cécile Goudouk-Mangron. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. C'était une émission entière, intégrale, avec monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. On peut considérer cela comme une reddition de comptes, un bilan de vos actions à la tête de ce ministère depuis que vous avez été nommé en 2021. Merci à chacun et à tous. On vous retrouve très bientôt, toujours sur la chaîne nationale, pour d'autres rendez-vous avec les membres du gouvernement. Merci beaucoup. Merci.